On a souvent une image de l'amour comme une force un peu chaotique, hein, le fameux coup de foudre qui bouleverse tout. Mais et si l'amour était autre chose? S'il était plutôt une pratique consciente, quelque chose qu'on construit, qu'on nourrit chaque jour? C'est cette idée qu'on va explorer ensemble en s'inspirant des enseignements de frère Faplin. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord déconstruire un peu cette idée faussée qu'on se fait de l'amour. Ensuite, on verra comment le penser comme une offrande, un cadeau. Puis, on découvrira 4 mantras, des phrases toutes simples pour renforcer nos liens. On parlera de l'importance d'accueillir sa propre souffrance. Et pour finir, on essaiera de voir ce que pourrait être une vraie fin heureuse. Bon, premier point. Le problème, c'est que beaucoup de nos idées sur l'amour, elles viennent de grandes histoires dramatiques, de films, de romans, et tout ça, ça peut nous donner une carte complètement fausse pour naviguer dans nos propres relations. Pensez aux grands classiques comme le Docteur Zhivago ou Anna Karénine. Ils mettent souvent en scène ce fameux coup de foudre, un amour passionnel, dévorant, qui finit par tout détruire sur son passage. C'est romantique bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour? En fait, tout le truc est là. Il y a comme 2 modèles qui s'opposent. D'un côté, cet amour passionnel, presque destructeur, qu'on voit partout. Et de l'autre, un amour qu'on pourrait appeler construit. Un amour plus humble, plus discret, plus résilient, et qui se bâtit consciemment jour après jour. Alors, comment on fait pour construire cet amour-là? Tout commence par un changement de perspective assez radical. Il faut arrêter de se demander qu'est-ce que je peux recevoir, pour plutôt se demander qu'est-ce que je peux offrir. Et le fondement de cette pratique, c'est la présence. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Aimer, c'est être là. On ne peut pas vraiment aimer si notre esprit est ailleurs, si on n'est pas vraiment disponible pour l'autre. Le plus grand cadeau, c'est notre présence. Le premier cadeau qu'on peut offrir, c'est notre fraîcheur, notre vitalité. En se connectant simplement à sa respiration, à son corps, on peut offrir à l'autre une présence qui est vivante, vibrante, un peu comme si on offrait une fleur fraîche. Le deuxième cadeau, c'est notre solidité, notre stabilité intérieure. Être comme une montagne, c'est offrir une présence fiable, un refuge sur lequel l'autre sait qu'il peut compter, surtout quand ça secoue un peu. Troisième cadeau, notre calme, notre tranquillité. Imaginez de l'eau parfaitement immobile qui reflète le ciel sans aucune distorsion. Un esprit calme, c'est pareil. Ça permet de voir l'autre et la situation telle qu'elle est, sans le filtre déformant de la colère ou de l'anxiété. Et enfin, le quatrième cadeau, c'est notre liberté. Mais attention, on parle ici de la liberté intérieure. La liberté de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas être prisonnier de ses impulsions. En offrant ça, on offre à l'autre un espace pour être vraiment lui-même ou elle-même, sans crainte. Ok, maintenant qu'on a cette base, cette qualité de présence, on peut utiliser des outils très concrets. Et ici, il s'agit de 4 phrases, 4 mantras qui peuvent vraiment tout changer dans notre communication. Le premier, c'est tout simplement « Chérie ou chérie, je suis là pour toi ». En disant ça, on offre tout ce qu'on vient de voir, notre fraîcheur, notre solidité, notre calme, notre liberté. C'est une véritable déclaration de présence. Le deuxième mantra, c'est « Chérie, je sais que tu es là ». Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas. Ça veut dire « Je te vois vraiment tel que tu es, ici et maintenant ». Pas l'image que je me fais toi, mais toi, vraiment. C'est une reconnaissance profonde de l'autre. Le troisième, « Chérie, je sais que tu souffres ». Avec cette phrase, on montre qu'on n'a pas peur de la douleur de l'autre, qu'on est prêt à être là, à écouter, sans chercher à réparer tout de suite. On crée un espace de sécurité, un espace pour la guérison. Et le dernier, c'est peut-être le plus difficile de tous. « Chérie, je souffre ». Pourquoi c'est si dur? Parce que ça demande une immense vulnérabilité. Ça nous demande de dépasser notre premier réflexe, qui est souvent de vouloir punir l'autre quand on a mal. Ce qui est génial avec ce mantra, c'est sa structure. Ce n'est pas du tout une attaque du genre « tu me fais souffrir », c'est une invitation. D'abord, on informe, sans accuser « je souffre ». Ensuite, on montre qu'on prend sa part « je fais de mon mieux ». Et enfin, on demande de l'aide « aide-moi, s'il te plaît ». C'est une demande de connexion, à la fois humble et constructive. Mais attention, pour pouvoir utiliser ces mantras de manière vraiment authentique, il y a une condition. Il faut d'abord se tourner vers soi. Pour accueillir la souffrance de l'autre, il faut d'abord être capable d'accueillir et de comprendre la sienne. C'est la grande question en fait. Cette écoute profonde qu'on essaye d'offrir à l'autre, est-ce qu'on se l'offre à soi-même? Est-ce qu'on prend le temps de comprendre vraiment ce qui se passe en nous? Quelles sont les racines de nos propres souffrances? Il y a un exercice très puissant pour ça, qu'on appelle l'exercice des 2 chaises. C'est simple.
Imaginez deux chaises, l'une en face de l'autre. Sur la première, on s'assoit et on exprime tout ce qu'on a sur le cœur. Et puis, on se lève, on va s'asseoir sur l'autre chaise et on essaye sincèrement de répondre depuis la perspective de l'autre. C'est un moyen incroyable pour construire un pont de compréhension. Bon, et si on revenait à notre point de départ, à Anna Karénine? Parce que Tolstoï, en fait, essayait peut-être de nous dire quelque chose de bien plus subtil sur l'amour. Et là, c'est fascinant. Tout le monde se focalise sur l'histoire d'amour tragique et glamour entre Anna et Vronsky. Mais en parallèle, il y a une autre histoire, beaucoup plus discrète, celle de Kitty et Levin. Et leur amour à eux, il est tout sauf un coup de foudre. Il est humble, il se construit dans les difficultés, dans les disputes, dans la vie de tous les jours. C'est ça le vrai message de Tolstoï. L'histoire de Kitty et Levin, elle nous montre que le grand amour, ce n'est pas une destination finale, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est un processus, c'est un chantier permanent. C'est une maison qu'on choisit de construire ensemble, brique par brique, chaque jour. Alors, pour finir, la question à se poser n'est peut-être pas comment trouver le grand amour. La vraie question, c'est et si la plus grande, la plus belle des histoires d'amour, ce n'était pas celle qu'on trouve par hasard, mais bien celle qu'on décide consciemment de construire.